Bonjour, aujourd'hui je vais terminer la concurrence oligopolistique et après avoir vu la concurrence monopolistique ainsi que le modèle de Dixit-Stiglitz et le modèle général de la concurrence oligopolistique, euh, aujourd'hui avec le modèle de Brander et de Krugman. Donc je vais d'abord présenter les hypothèses de ce modèle. Donc on va supposer qu'on a deux pays et on a une seule firme par pays. Et les deux firmes donc produisent le même bien homogène. Et pourquoi le même bien homogène? Parce que c'est ce qui va nous permettre, si jamais il y a du commerce, ça sera du commerce intra-branche. Et puis à l'ouverture, les deux firmes vont former un duopole, puisqu'on a juste deux firmes qui produisent. Les deux pays sont identiques à tous les points de vue. On a deux fonctions de production identiques, donc pas de différence de technologie. On a la fonction de demande qui est identique dans les deux pays aussi. Il n'y a pas de coût de transport pour le moment, mais on va l'introduire plus tard. La production est la seule variable stratégique puisque toutes les autres variables sont identiques dans les deux pays. Et puis, il y a aucune autre variation conjecturelle dans les deux pays, ce qui veut dire que cela veut dire que toutes les caractéristiques sont identiques et finalement les deux marchés sont segmentés. Segmenté veut dire que la demande sur un marché n'affecte pas la demande sur l'autre marché. Donc je vais supposer que j'ai deux firmes. La firme domestique, elle produit deux quantités, Q1 et Q1 étoile, Q1 pour le marché domestique et Q1 étoile pour le marché étranger. Et puis, j'ai la firme étrangère qui produit Q2 pour le marché domestique et Q2 étoile pour le marché étranger. Q majuscule représente la quantité totale qui est égale à Q1 plus Q2 et Q majuscule étoile qui est égale à Q1 étoile plus Q2 étoile. Donc je vais exprimer la fonction de demande inverse qui sera P égale à 1 moins Q et P étoile égale à 1 moins Q étoile. Et puis je vais déterminer le profit de chacune des firmes Pi1 et Pi2. Donc Pi1 égale à Q1 que multiplie P qui est fonction donc des deux quantités plus Q1 étoile Q multiplie P étoile qui lui est aussi fonction des deux quantités. Moins le coût de production de la quantité totale qui est produite par la firme 1, Q1 plus Q1 étoile. De même, je fais pour la firme étrangère où j'aurai Q2 qui multiplie le prix Q1 Q2 plus Q2 étoile P étoile fonction de Q1 étoile Q2 étoile et puis je retranche le coût total de la production des deux biens du bien qui est produit par la firme 2, aussi bien pour le marché domestique que pour le marché étranger. Juste une petite correction sur cette diapositive. À la quatrième ligne, dans le profit 1, Pi1, on a Q1 qui multiplie P, Q1, Q2, plus Q1 étoile P étoile fonction de Q1 étoile Q2 étoile. Ok, donc cette deuxième parenthèse, il faut ajouter les étoiles. Après avoir déterminé les profits, donc comme je l'ai dit, les marchés sont segmentés, les coûts marginaux sont constants sur les deux marchés. Et alors on va traiter la maximisation du profit pour chacun des marchés de manière donc je vais d'abord maximiser le profit de la firme 1 et le profit de la firme 2. Donc pour le profit de la firme 1, je vais faire la maximisation normale comme ce qu'on avait déjà fait dans tous les modèles précédents et de même pour la firme 2. Et puis je vais ajouter un nouveau paramètre qui s'appelle phi. Ce paramètre phi est égal à Q2 sur Q majuscule. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je veux exprimer le prix
en fonction de la part de marché de la firme étrangère sur le marché domestique. Parce que je vous rappelle que Q2 était la quantité qui est produite par la firme étrangère pour le marché domestique. Et donc, je veux exprimer mon prix en fonction de ce nouveau paramètre phi dans mes fonctions de réaction. OK? Comment faire cela? C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, à partir de la maximisation du profit, je vais avoir P plus Q1 P' moins C' qui est égal à 0 et P plus Q2 P' moins C' qui est égal à 0. Donc, ça c'est à partir de la maximisation du profit 1 et du profit 2. P qui est égal à C', donc à partir de ces deux relations, je peux déduire les deux relations suivantes. P est égal à C' moins Q1 P' et P qui est égal à C' moins Q2 P'. Bien entendu, c'est quoi la valeur de P'? C est égal à moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que je vous rappelle que dans la fonction de demande inverse, elle était égale à P 1 moins Q majuscule. Et donc, si je prends la dérivée de P par rapport à Q, ça sera moins 1. Ce qui veut dire que je peux remplacer la dérivée du prix par la valeur de moins 1. Et on va faire cela plus tard. Donc, revenons à ces deux relations, P qui est égal à C' moins Q1 P' et P qui est égal à C' moins Q2 P'. Je vais multiplier ces deux relations par Q majuscule au numérateur et au dénominateur, comme ce que vous voyez ici dans les deux dernières lignes de cette diapositive. Et alors, ça va me donner C' moins Q2 sur Q, qui est égal à phi, ce que j'avais déjà dit, que multiplie Q par P'. Et puis, j'aurai le prix qui est égal à C' moins Q1, de nouveau, que multiplie Q sur Q, multiplié par P', et donc ça sera égal à C' moins Q1 sur Q, que multiplie Q, que multiplie P'. Puisque le phi est égal à Q2 sur Q majuscule, je peux dire que 1 moins phi est égal à Q1 sur Q majuscule. Pourquoi? Parce que c'est le reste de la demande qui est satisfaite par l'autre quantité. Et alors, cela veut dire que Q1 sur Q majuscule est égal à 1 moins phi. Et c'est ce que je fais à la toute dernière ligne de cette diapositive où j'ai le C' moins 1 moins phi que multiplie Q que multiplie P'. Je vous rappelle que comme la fonction de demande est linéaire, je peux remplacer la valeur de P' par moins 1 et donc ceci me permet d'obtenir la relation suivante où j'ai P qui est égal à C plus phi Q et P qui est égal à C plus 1 moins phi Q. Ok? Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de construire un graphe entre phi et P. Ok? Donc phi qui représente la quantité Q2 sur Q majuscule, donc la part de la firme étrangère sur le marché domestique, et le prix. À partir des deux relations qu'on a sur cette diapositive, on a le P qui est égal à C plus phi Q et P qui est égal à C 1 moins phi Q. Donc cela veut dire que on peut, si par exemple supposons que phi est égal à 1, donc si phi est égal à 1, cela veut dire que Q2 est égal à Q majuscule, puisque le numérateur et le dénominateur seront les mêmes. Et alors, si phi est égal à 1, d'après la relation à gauche là, on peut dire que le P est égal à C plus Q. Et donc, si phi est égal à 1, P est égal à C plus Q. Et si le phi est égal à 0, cela veut dire que le P sera égal à C. OK?
Dans l'autre relation, ça sera l'inverse parce que si phi est égal à 1, donc la relation à droite, si phi est égal à 1, cela veut dire que le P sera égal à C, et si le phi est égal à 0, cela veut dire que le P sera égal à C plus Q. Et donc à partir de ces deux relations, on peut construire le graphe qu'on a ici, où j'ai donc les deux droites. La première droite ayant une pente positive qui commence à partir du point C, ok, et qui a une pente positive. Et donc ça c'est la première relation, plus la quantité, la quantité augmente, plus la valeur du phi augmente, plus le prix augmente. Et la deuxième relation qui a une pente négative à droite, la relation à droite, et donc plus le 1 moins, c'est-à-dire plus le phi augmente, plus le prix va baisser. Et donc l'intersection des deux points va me donner le phi E et le PE qui me donnent donc le phi d'équilibre. Et donc je vous rappelle que le phi c'est la part de la firme étrangère sur le marché domestique. Et le PE c'est le prix d'équilibre. Qu'est-ce que représente cet équilibre? Il représente un équilibre où j'ai des quantités positives. Pourquoi? Parce que dans ce cas, l'ordonnée de la deuxième relation qui est à droite, P égale à C1 moins phi Q, elle sera supérieure à l'ordonnée de la première relation où j'ai le P qui est égal à C plus phi Q. Pourquoi? Parce que C plus Q est supérieur à Q. Et si C plus Q est supérieur à C, cela veut dire que Q, qui est la quantité, elle est positive. Et si elle est positive, cela veut dire qu'il y a du commerce. Et s'il y a du commerce, cela veut dire que c'est du commerce intra-branche. Pourquoi du commerce intra-branche? Parce que le bien était homogène. OK? Et alors, ça veut dire que cette condition, elle veut dire que il y aura donc il y a un échange intra-branche puisque les biens sont homogènes dès lors qu'il existe une rente de monopole en autarcie. Parce que je vous rappelle, auparavant, il y avait juste un seul producteur par pays. Mais une fois que l'on s'ouvre au libre-échange, cela veut dire que il y aura donc du commerce intra-branche. Comment le commerce intra-branche a lieu et comment peut-on mesurer donc les gains à l'échange? Donc on va, comme d'habitude, représenter sur ce graphe la relation entre la quantité et le prix. Donc sur l'axe des abscisses, j'ai les quantités et l'axe des ordonnées, j'ai les prix. J'ai d'abord la courbe en rouge qui représente le coût marginal qui est constant et donc c'est une droite horizontale. La courbe en bleu, c'est la courbe de demande et la courbe en bleu ayant une pente négative, c'est la courbe de recette marginale que je peux déduire à partir de la courbe de demande et ça on a déjà parlé. Donc la quantité qui maximise le profit, c'est le point d'intersection entre la droite bleue pointillée et la droite rouge. Et donc, je choisis la quantité QM qui représente la quantité qui maximise le profit. À cette quantité qui maximise le profit, il y aura donc un prix qui correspond à cette quantité, c'est PM. OK? Et donc, ça, c'est première chose à faire, comme d'habitude. OK? Avec l'ouverture, donc la situation passe du monopole, puisqu'on avait un seul producteur sur le marché, à un duopole. Et puisque maintenant il y a un duopole, cela veut dire que le prix va baisser. Et alors, puisque le prix va baisser, alors cela veut dire que le surplus du producteur, il va
augmenter et que le surplus du consommateur, il va augmenter et que le surplus du producteur, il va baisser. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle de nouveau qu'il n'y a pas de coût de transport, puisque donc on suppose que les biens sont échangés de manière tout à fait libre. Et alors, ce qui aura lieu, c'est que chacune donc des firmes, des deux firmes en question, dans le pays domestique et dans le pays étranger, elle va réaliser donc la moitié de son chiffre d'affaires et de son profit sur le marché étranger. Parce que désormais, je vais produire aussi bien pour le marché domestique que pour le marché étranger. OK? Et alors, cela veut dire que la quantité qui est disponible sur le marché, elle va augmenter. Et donc, cette quantité qui va augmenter, je veux dire sur le marché domestique, elle passe de QM à 2QD. Et donc, à ce 2QD, il va avoir un nouveau prix qui est égal à PD. Et donc, cela veut dire que la quantité sur le marché, elle augmente de QM à 2QD une fois que la firme étrangère commence à exporter vers mon pays domestique. Et puisque la quantité offerte sur le marché augmente, alors le prix baisse de PM à PD. OK? Puisque le prix baisse, cela veut dire que il y a un effet pro-concurrentiel. Et ça, on a déjà vu, puisque le prix baisse de PM à PD. OK? Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il y aura bien entendu une partie des importations en provenance du reste du monde qui va se substituer à la production domestique. Pourquoi? Parce que là, on commence à importer, il y a plus de concurrence, il y a des produits et les consommateurs vont commencer à consommer les produits importés. Et alors, la production domestique, elle va baisser de QM à QD. Ou plutôt, les ventes de l'entreprise domestique va baisser de QM à QD. OK? Et donc, pour résumer, ce que j'ai jusqu'à maintenant sur ce graphe, c'est que la quantité qui maximise le profit, c'est QM et le prix, c'est PM. Une fois que l'on s'ouvre au libre-échange, il y a plus de biens qui arrivent sur le marché, donc on passe de QM à 2QD. Mais puisqu'on a plus de biens, alors le prix va baisser de PM à PD. Et en même temps, avec cette offre, il y aura l'offre domestique qui va baisser de QM à QD. Comment peut-on déterminer le gain ou la perte des consommateurs? Donc, d'après ce que vous avez vu en micro, avec la baisse des prix, le surplus des consommateurs va augmenter. Et donc, le surplus des consommateurs, on le calcule par la surface qui est comprise entre le prix sur le marché et la courbe de demande. Puisque le prix baisse de PM à PD, cela veut dire que le gain des consommateurs est égal à A plus B. OK? Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est que le profit en autarcie, donc avant que l'on s'ouvre libre-échange, est bien entendu égal à la surface comprise entre le prix et le coût marginal. Et le prix était PM, le coût marginal c'est la droite en rouge, et alors ça sera le carré A plus C plus D. Donc ça c'est le profit en autarcie. Quand on s'ouvre au libre-échange, bien entendu, les producteurs, donc, ils vont vendre moins. Pourquoi? Parce que le prix a baissé de PM jusqu'à PD. Et alors, ils vont perdre d'abord A et B, ok? Et en plus, ils vont perdre C, le carré C. Pourquoi ils perdent le carré C? Parce que là maintenant,
je vous rappelle qu'il y a une quantité à offrir sur le marché qui baisse. Et alors, quand je compare le profit au libre-échange par rapport au profit à l'autarcie, donc j'aurai le profit en autarcie A plus C plus D, et, au libre-échange, il devient moins A moins C moins, moins D. OK? Passons maintenant le profit réalisé sur les exportations. Donc le profit réalisé sur les exportations, ça sera mesuré par donc la différence entre le nouveau prix maintenant que j'ai qui est égal à PD et le coût marginal. Et donc ça sera cette distance. Et la différence entre QM et 2QD. Et donc la différence entre les deux, elle est égale à E. Et donc ça, c'est de nouveau un gain. OK? Et puis, le profit qui est réalisé sur les ventes domestiques, du point de vue des producteurs domestiques, est égal à C, parce que de nouveau, c'est la différence entre PD et le coût marginal. Et alors, dans ce cas, j'aurai, ce que je veux faire maintenant, c'est combiner le tout ensemble. Et donc, le A plus B plus C plus E, moins A moins C moins B. OK? Et alors, dans ce cas, je vais avoir un gain net qui est égal à B plus E. Donc le triangle B et le carré E. Pourquoi le triangle B et le carré E? Parce que cela veut dire que avec le duopole, j'ai une deuxième firme qui produit, et la deuxième firme qui produit, ça va augmenter la concurrence, et alors ça va réduire les prix, et alors ça va réduire la distorsion. Et c'est quoi la distorsion? C'est la distorsion liée à la présence du monopole. Parce que là maintenant j'ai un duopole, j'ai un prix qui baisse, et alors j'ai un marché qui est, on va dire, plus efficace. OK? Donc, cela veut dire que le commerce, j'ai du commerce intra-branche, ça c'est un. Deux, donc j'ai du commerce intra-branche. Deux, j'ai moins de distorsion. Et trois, j'ai un gain net qui est lié aux deux surfaces B et E. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut introduire le coût de transport et voir comment ça change. Donc l'idée elle-même ne va pas changer de manière drastique, mais ça va donc nous aider à comprendre une nouvelle dimension dans le modèle. OK? Donc quand j'introduis un coût de transport, je vais introduire ce coût de transport qui s'appelle le coût de transport iceberg. Et c'est quoi le coût de transport iceberg? Ça veut dire que c'est comme l'iceberg, on va exporter, et je pense que j'avais déjà expliqué cela dans l'un des cours, c'est qu'il y a une proportion fixe des exportations qui est absorbée par les coûts de transport. Donc j'exporte par exemple 100 unités, ou plutôt une unité, et uniquement 80% de cette unité va arriver à la destination. Et comme si 20% de cette unité va fondre sur le marché. OK? Et donc ça, c'est l'idée du coût iceberg. Et donc, l'idée maintenant d'introduire le coût iceberg, pourquoi? Parce que quand j'introduis un coût de transport, et afin de rester compétitif, la firme, chacune des firmes en exportant, elle va essayer de pratiquer un prix qui est plus faible pour que, une fois qu'on ajoute le coût de transport, le prix final qui arrive à la destination ne soit pas très élevé. Et par la suite, je vais exporter à un prix qui est plus faible par rapport à mon prix domestique. D'où l'idée du dumping. Pourquoi c'est réciproque? Parce que
chacune des firmes va faire cela. Et donc, ça sera, chacune des firmes, elle va vendre à un prix, elle va exporter à un prix qui est inférieur à son prix domestique. D'où l'idée du dumping et d'où l'idée du réciproque. Maintenant, ce qui a lieu, et donc, on va supposer que le Q2 est exporté, et donc, juste une fraction du bien 2 arrive, G, et donc ça sera G qui multiplie Q2, sachant que G est strictement comprise entre 0 et 1, et le reste sera consommé par le service de transport. Et alors, cela veut dire que, du point de vue du coût marginal, le coût marginal sur le marché domestique sera C, mais le coût marginal sur les exportations sera C sur G. Pourquoi? Parce que cela veut dire que ça me coûte plus. Et sachant que G est strictement compris entre 0 et 1, donc le coût marginal à l'exportation sera supérieur au coût marginal sur le marché. Je vais maintenant réécrire les deux fonctions de réaction donc à l'étranger et en présence d'un coût de transport. Parce que, bien entendu, la présence de ce coût de transport va désavantager chacune des firmes sur le marché étranger. Et alors, j'aurai dans ce cas Pi1 qui est égal à Q1 que multiplie le prix plus Q1 étoile P étoile fonction de Q étoile moins le coût sur le marché domestique CQ1 moins C sur G qui est fonction de Q1 étoile. Parce que je vous rappelle que le coût marginal à l'export devient maintenant plus important puisque ça sera C sur G. Et je fais exactement la même chose pour la firme 2. Donc j'aurai Pi2 qui est égal à Q2 qui multiplie P fois Q plus Q2 étoile P étoile Q étoile moins C sur G qui multiplie, moins C sur G qui est fonction de Q2 moins C Q2 étoile. Et donc là, le G, donc dans la fonction du profit du Pi1 est associée à Q1 étoile, alors que dans Pi2, elle est associée à Q2, parce que je l'associe toujours à ce qui est exporté. Donc, pour les mêmes raisons que précédemment, on va regarder l'économie nationale et maximiser donc le profit 1. Et donc, je vais maximiser le profit Pi1 par rapport à Q1. Donc, je vais avoir pi Q1 plus Q1 P'Q moins C et je vais égaliser à 0. Je fais la même chose pour le profit Pi2. OK. Et suivant exactement la même logique, je remplace la valeur de P' par moins 1, ce qui me permet d'obtenir le P qui est égal à C moins Q1 et P qui est égal à C sur G moins Q2. Et donc, j'arrive à ces deux relations qui me montrent les fonctions de demande inverse une fois que j'introduis le sport. Et donc, c'est clair que un point important, c'est que, bien entendu, et en suivant donc le même raisonnement, qu'en absence de coût de transport, dans ce que j'avais déjà présenté sur le graphe précédent, je peux dessiner par la suite le même graphe en disant qu'il y a un équilibre avec des productions positives et donc ça sera C plus Q1 qui est supérieur à C sur G. Et donc bien entendu là, ici il manque le C plus Q1 sur cette diapositive. Donc le C plus Q1 est supérieur à C sur G. Et donc puisque pour que C plus Q1 soit supérieur à C sur G, il faut que Q1 soit strictement positive. Et si Q1 est strictement positive, cela veut dire que dès lors qu'il y a une quantité positive qui est produite, cela veut dire qu'il y aura du commerce intra-branche. Et donc, cela signifie que la rente de monopole est supérieure au coût marginal de l'exportation
où le coût marginal donc est augmenté donc du coût de transport. Et alors, pour résumer, suivant exactement la même logique de ce qu'on avait déjà vu dans le graphe précédent, j'ai exactement la même chose, sauf que maintenant j'ai le coût de transport. Et donc c'est la présence donc de ce coût de transport qui va faire que, comme on va le voir là tout à l'heure, que le prix sera plus faible. D'où l'idée du dumping réciproque. Et donc je vous rappelle, pour corriger ça, il faut ajouter donc le C plus Q1 qui est strictement supérieur à C sur G. Écrivons maintenant les fonctions de réaction. Les fonctions de réaction des firmes qu'on va écrire de la manière suivante. Donc j'aurai Q1 qui est égal à R1 fonction de Q2 et Q2 qui est égal à R2 qui est fonction de Q1. Et donc j'aurai 1 moins Q2 moins C sur 2, ce qu'on avait déjà vu, et 1 moins Q1 moins C sur G sur 2, parce que là maintenant j'ai un coût marginal qui est plus élevé. Ok? Je vous ai détaillé ici la dérivation mathématique de l'équilibre de Q2 et de Q1. Donc je ne vais pas réciter tout ça, mais vous pouvez faire la dérivation à la main pour enfin obtenir la fonction de réaction donc Q1 qui est égale à 1 moins C qui est facteur de 2 moins 1 sur G, le tout divisé par 3, et de même Q2 qui est égal à 1 moins C qui multiplie 2 sur G moins 1 que divise par 3. Et donc là, on a les quantités d'équilibre Q1 et Q2. Et comme on l'avait déjà vu, la relation entre la quantité et le profit, c'est qu'il faut il faut prendre la quantité au carré pour déterminer le profit. Et donc, cela dit que par la suite, je vais prendre pour déterminer le profit pi1 et pi2, je vais juste prendre le carré des deux termes. Et donc, pour conclure, cela veut dire que s'il y a un coût de transport qui est strictement compris entre 0 et 1, donc c'est le G, la part de la firme étrangère est inférieure à celle de la firme nationale sur le marché domestique. Et de même pour le profit. Parce que, bien entendu, là, on voit que le profit, puisqu'il y a un coût de transport, donc ce coût de transport, il va désavantager la firme étrangère, parce que la firme étrangère, elle doit supporter donc ce coût de transport, et alors les consommateurs, eux, ils vont préférer consommer les biens domestiques. Et par la suite, pour éviter que la part de marché ne baisse et pour éviter le fait que le profit ne baisse donc de la firme étrangère sur le marché domestique, chacune des firmes, pour avoir le même prix de sa concurrente sur le marché de cette dernière, elle va obliger de réduire son prix. Réduire quel prix? Réduire le prix d'exportation par rapport à son prix domestique. Et c'est ce qu'on appelle le prix FOB. Free on board. Le prix free on board ou FOB, c'est le prix de l'usine. Si on ajoute à ce prix le coût de transport et les autres coûts, on va obtenir un prix qui s'appelle CIF. CIF, Cost Insurance Freight. Et donc il faut distinguer ces deux prix. Donc le prix FOB, c'est le prix de l'usine, le prix de production, et le prix CIF, c'est le prix Cost Insurance Freight auquel on ajoute le coût de transport. Et donc pour que la firme ne baisse pas, ne connaisse pas une baisse de son profit et de sa part de marché, elle va décider de réduire le prix FOB auquel elle va exporter par rapport à son prix local. D'où l'idée du dumping, c'est-à-dire qu'elle va exporter à un prix avant d'ajouter les coûts de transport, un prix qui est plus faible
pour que, une fois qu'on ajoute le coût de transport, sa part de marché et son profit ne soient pas affectés. Ça, c'est l'idée de ce modèle de concurrence oligopolistique dans le cadre de Brander et de Krugman. Une fois qu'on ajoute le coût de transport, bien entendu, on peut aussi de la même façon déduire les profits du consommateur et du producteur suivant la même logique. Euh, Avec ça, je termine le modèle de concurrence oligopolistique. Il reste juste une toute petite partie que je vais faire dans une vidéo à part avec le modèle de Linder et le diamant de Porter pour terminer toutes les nouvelles théories. Et après cela, on passe aux firmes hétérogènes. Et puis bien entendu, tout ça c'est dans le chapitre 8 du livre de Thierry Meyer et Jean-Louis Mukeli. Merci et à bientôt.